bienvenue. Il suffit de prononcer Star Wars et hop, tout un univers surgit, hein. Des vaisseaux, des planètes incroyables, le son d'un sabre laser. C'est vraiment plus qu'une simple série de films, c'est devenu un monument culturel en fait. Aujourd'hui, on embarque pour cette fameuse galaxie lointaine, très lointaine. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière les décors, comprendre ce qui fait que Star Wars nous parle toujours autant depuis sa création jusqu'à maintenant. Et pour ça, on va s'appuyer sur pas mal de recherches, notamment l'article très complet de Wikipédia en français, et aussi des éléments tirés d'une présentation vidéo super intéressante sur George Lucas et la naissance de tout ça. On va essayer de décortiquer un peu l'ampleur de cet univers, d'où il vient, ses inspirations parfois surprenantes, et pourquoi, ça fascine encore autant de monde. Alors, prêt à explorer les coulisses de la saga ? Allons-y. Bon, pour bien commencer, Star Wars, c'est quoi au juste ? Son créateur, George Lucas, né en 1944, je crois, il parle de space fantasy. C'est pas juste de la SF pure. Oui, c'est ça. C'est un mélange qui a été lancé en 1977 et qui a tout de suite imposé son style. Space fantasy, j'aime bien ce terme. Oui, ça nous sort un peu de la science-fiction très technique, très hard SF comme on dit. Ça nous rapproche plus du conte, du mythe. D'ailleurs, la phrase d'intro, il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine, elle pose direct cette ambiance, hein. C'est vrai. Et au cœur de tout ça, t'as une lutte assez classique finalement. Les chevaliers Jedi, les gardiens de la paix et de la justice, face aux seigneurs Sith qui, eux, cherchent le pouvoir absolu, la domination. Le fameux duel éternel. Voilà, simple sur le papier, mais hyper puissant et universel. Et ce qu'il est tout ça, c'est la force. C'est pas juste de la magie, c'est décrit comment déjà ? Comme un champ énergétique, c'est ça ? Qui relie tous les êtres vivants ? Exactement. Et cette force, elle a deux facettes. Le côté lumineux, celui que suivent les Jedi, la paix, la connaissance, la défense. L'harmonie. Oui. Et puis, le côté obscur. La voie rapide, séduisante, basée sur la peur, la colère, l'agressivité. C'est la voie des Sith, quoi. Et cette dualité, elle est partout, dans les histoires, dans les personnages eux-mêmes. C'est le moteur de beaucoup de conflits, intérieurs comme extérieurs. Alors, la colonne vertébrale de l'univers Star Wars au cinéma, ce sont ces 9 films, la saga Skywalker, organisée en 3 trilogies, avec cette fameuse chronologie de sortie un peu particulière. Ah oui, on a eu d'abord les épisodes Eve, V et V dans les années 70-80. La trilogie originale, C'est ça. Puis, bien plus tard, la prélogie, I, 2 et 3, entre 99 et 2005. et enfin la post-trilogie 7, 8 et 9, à partir de 2015, après le rachat par Disney. Chaque trilogie a vraiment son identité propre. La prélogie, par exemple, c'est l'histoire d'une chute. La chute de la République galactique, qui devient un empire. Et surtout, la chute d'Anakin Skywalker. Exactement. Le personnage central, le héros élu qui bascule tragiquement et devient Dark Vador. C'est très politique avec la guerre des clones, mais c'est aussi une tragédie personnelle très forte. On y croise Qui-Gon, Obi-Wan jeune, Padmé, Palpatine bien sûr. Qui tire toutes les ficelles en douce. Tout à fait. Ensuite, la trilogie originale, celle par laquelle tout a commencé pour beaucoup d'entre nous. L'aventure avec un grand A. Voilà. La lutte de David contre Goliath, l'Empire rebelle contre l'Empire tout-puissant. C'est le parcours initiatique de Luke Skywalker, un jeune fermier qui découvre son destin. Avec Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, C3PO, des icônes. Et la confrontation finale avec Vador et l'Empereur, jusqu'à la rédemption d'Anakin, c'est puissant. Très. Et puis, la troisième trilogie, la plus récente, elle explore l'après. Qu'est-ce qui se passe après la victoire sur les Chaka ? Comment on gère l'héritage des héros ? On a une nouvelle génération, Rey, Finn, Poe, face à une nouvelle menace, le Premier Ordre, qui est un peu l'héritier de l'Empire. Avec Kylo Ren, le fils de Han et Leia, qui est tiraillé entre les deux côtés de la Force. C'est ça, c'est une trilogie qui dialogue beaucoup avec les précédentes, qui questionne la notion de légende, de transmission. Et en plus de ces 9 films, l'univers n'a pas arrêté de s'étendre. On a eu des films dérivés, comme Rogue One. Excellent film d'ailleurs, très différent. Oui, plus sombre, plus film de guerre. Il raconte comment les plans de l'Étoile de la Mort ont été volés juste avant l'épisode 4. Et puis Solo, sur la jeunesse de Han Solo. Moins bien reçu celui-là, mais il apporte des éclairages. Et faut pas oublier l'animation, surtout The Clone Wars. Ah oui, et la série, hein. Elle a vraiment donné de la profondeur à toute cette période entre les épisodes 2 et 3. Carrément. Elle a développé des personnages, introduit Ahsoka Tano. C'est devenu essentiel pour beaucoup de fans. Et ça continue, avec des projets annoncés, des films. The Mandalorian and Grogu en 2026, Starfighters en 2027.
L'exploration n'est pas finie. Non, loin de là. Mais il faut aussi parler de ce grand changement arrivé en 2012 avec Disney. Avant ça, il y avait ce qu'on appelait l'univers étendu, des tonnes de romans, de comics, de jeux vidéo qui racontaient des histoires se passant avant, pendant, après les films. La fameuse trilogie de Throne, par exemple. Exactement. Des trucs très populaires. Mais quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont décidé de faire le tri, en quelque sorte. Tout cet ancien univers étendu a été reclassé sous le label Légende. Ce n'est plus considéré comme l'histoire officielle, le canon. Donc, le canon officiel maintenant, c'est quoi? Ce sont les 9 films Skywalker, le film et la série The Clone Wars, et tout ce qui a été produit depuis 2014. Les nouvelles séries, les nouveaux films, les nouveaux livres et comics. L'idée, c'était d'avoir une continuité plus claire pour les futures histoires. C'est ça. Une base plus solide et cohérente. Mais bon, ça a fait grincer des dents chez les fans de longue date qui étaient très attachés à certaines histoires de l'ancienne E. C'est toujours un équilibre difficile à trouver. Parlons un peu de ce qui rend cet univers si reconnaissable, si tangible. La technologie déjà, évidemment, les sabres laser. Ah, le sabre laser. L'arme noble pour une époque civilisée, comme dit Obi-Wan. Plus qu'une arme, c'est un symbole. Son bruit, sa lumière. C'est quoi exactement d'ailleurs? Du plasma contenu par un champ de force. On ne sait pas trop, hein. La science derrière est assez floue, mais c'est pas ça l'important. C'est l'impact visuel et sonore. Et puis, il y a tout le reste. L'hyperpropulsion pour voyager entre les étoiles. Les blasters, les pistolets laser, et les vaisseaux, le X-Wing, le TIE Fighter, le Faucon Millenium bien sûr, les énormes croiseurs stellaires. Et ce look très particulier, un peu usé. Lucas voulait un futur qui ait l'air d'avoir servi, pas tout lisse et neuf. Ça s'appelle le Used Future. Le Faucon Millenium en est le parfait exemple. Il est cabossé, il tombe en panne. Mais il fait le Red Kessel en moins de 12 parsecs. Ça lui donne une âme, je trouve. Tout à fait. Et puis, les droïdes, ils sont partout. Pas juste des machines, ils ont de vraies personnalités. R2D2 et C3PO, c'est le duo comique, les témoins un peu décalés qui traversent toute la saga. C'est vrai, ils sont dans les 9 films. Oui, ils apportent une touche d'humanité, paradoxalement. C'est un peu comme dans certains films de Kurosawa où des personnages secondaires, des paysans par exemple, commentent l'action des héros. Et on voit aussi leur évolution. Simples assistants au début, puis carrément des armées de droïdes de combat chez les séparatistes, ou les clones, qui sont une forme d'armée organique. Et les planètes, elles sont incroyables. Chacune a son identité visuelle forte. Tatooine, le désert brûlant avec ses 2 soleils. Apparemment, c'est scientifiquement possible, les systèmes binaires. Ah ouais. Bon, Tatooine, c'est la planète des origines, un peu le Far West. Et à l'opposé, t'as Coruscant, la planète ville, le centre névralgique de la galaxie, hyper sophistiquée, mais peut-être un peu froide. C'est ça. Chaque planète sert le récit. Hoth, la planète de glace pour l'isolement et le danger. Naboo, verdoyante et pacifique au début. Mustafar, volcanique pour le duel final tragique entre Obi-Wan et Anakin. Andorre et sa lune forestière avec les Ewoks. Même les planètes juste mentionnées, comme Corellia ou Kessel, ça suffit à élargir l'imaginaire, à faire sentir que la galaxie est immense. Et cette galaxie, elle est peuplée d'une diversité incroyable d'espèces. Les humains sont majoritaires, semble-t-il, mais ils cohabitent avec plein d'aliens, les Wookiees comme Chewbacca. Les Wookiees, donc, les Gangans de Naboo avec Jar Jar Binks. Qui a été diversement apprécié, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a les Twi'leks avec leurs tentacules crâniennes, les Némouidiens de la Fédération du Commerce, et puis des mystères comme l'espèce de Yoda, on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Non, Lucas a toujours voulu garder ça secret. Pareil pour les Jawas sous leur capuche. Et c'est intéressant de voir comment la technologie a permis de créer de plus en plus d'espèces différentes. Dans la trilogie originale, c'était beaucoup de masques, de maquillage, de marionnettes. Yoda, c'était une marionnette au début, incroyable. Oui, par franchose. Et dans la prélogie, l'arrivée massive des images de synthèse, les CGI, a permis de créer des créatures beaucoup plus complexes, comme les Gungans ou les Kaminoans. Ça a ouvert des possibilités, mais ça a aussi lancé le débat sur le charme des effets pratiques par rapport au tout numérique. C'est fascinant de voir comment tout cet univers a germé dans l'esprit de George Lucas. D'où lui sont venues toutes ces idées. On sait qu'il a brassé énormément d'influences. Ah oui, c'est un vrai melting pot. Côté cinéma, il y a bien sûr Akira Kurosawa. La forteresse cachée a inspiré la structure narrative vue par les petits, ici R et C3PO, et aussi les fameuses transitions en volée. Les westerns aussi, non? Pour Han Solo, l'ambiance de Tatooine. Carrément. Han Solo, c'est le cow-boy cynique au grand cœur. Et les films de guerre.
Les batailles spatiales sont filmées comme des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. Lucas a même dit s'être inspiré du soldat Ryan pour la bataille sur Kashyyyk dans l'épisode 3. Et les vieux céréales de science-fiction des années 30, genre Flash Gordon. Absolument. Pour le texte déroulant au début, les archétypes très marqués, le héros, la princesse, le méchant, et cette ambiance d'aventure un peu pulp, très entraînante. Il y a même des échos de péplum, comme Ben-Hur pour la course de Podracer. Et au-delà du cinéma, les mythes, la littérature. Énormément. Joseph Campbell et son livre Le héros au mille et un visages, c'est une influence majeure et revendiquée par Lucas pour le parcours de Luke. On peut voir des parallèles avec la légende arthurienne, peut-être un peu de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. C'est vrai, la lutte contre un seigneur sombre, la camaraderie. Oui. Et puis, des auteurs de SF comme Isaac Asimov pour les droïdes et les planètes citées, Edgar Rice Burroughs et son John Carter pour le côté aventure sur une autre planète, Frank Herbert et Dune. Ah, Dune. On dit souvent que Star Wars a repris des idées du projet d'adaptation de Dune par Jodorowsky, qui n'a jamais vu le jour. C'est possible, il y a des similitudes visuelles troublantes parfois. Et même John Milton est le paradis perdu pour certains aspects du Sénat galactique, paraît-il. Et la bande dessinée franco-belge Valérian et Laureline pour l'inspiration graphique de certains vaisseaux ou costumes. C'est dingue. Et il a aussi puisé dans la réalité, dans l'histoire. Oui, beaucoup. La chute de l'Empire romain, l'ascension de figures comme Napoléon ou Hitler pour le personnage de Palpatine, et sa transformation de la République en empire. Lucas était aussi très marqué par son époque. La guerre du Vietnam, le scandale du Watergate avec Nixon, ça a nourri sa vision de l'Empire comme une puissance technologique oppressive face à une guérilla sous-équipée, et l'idée qu'une démocratie peut glisser vers la dictature. Et les inspirations plus philosophiques ou culturelles? Les philosophies orientales, clairement. Pour le concept de la force et la voie des Jedi. Le calme, la méditation, l'équilibre. Ça emprunte au bouddhisme, au taoïsme. L'esthétique japonaise est très présente aussi. Le casque de Vador est directement inspiré des armures de samouraï. Et j'ai lu que Chewbacca était inspiré par son chien Indiana. C'est ce qu'il dit. Et le nom de Jar Jar Binks viendrait de son fils. Ces petites touches personnelles ancrent un peu cette immense fresque dans le quotidien. Quand on voit la richesse de tout ça, c'est encore plus fou de se dire que le premier film a failli ne jamais sortir. Ah mais c'était un pari énorme. La 20th Century Fox n'y croyait qu'à moitié, le budget a été dépassé, le tournage en Tunisie a été une catastrophe, tempête de sable, matériel qui tombe en panne. L'enfer, quoi. Oui. Et même au studio à Londres, les équipes techniques étaient assez sceptiques, voire moqueuses. Les premières projections tests pour les amis de Lucas et les pontes du studio ont été très mal reçues. Il fallait y croire quand même. Qu'est-ce qui a sauvé le projet? Plusieurs choses. D'abord, les illustrations conceptuelles de Ralph McQuarrie. Ces peintures ont permis de visualiser l'univers, de montrer à quoi ça pouvait ressembler, et ça a aidé à convaincre. Et puis il y a eu le coup de génie ou le pari fou de Lucas. Il a négocié pour garder les droits sur les produits dérivés et la suite. À l'époque, personne ne misait là-dessus. Et ça a cartonné. Au-delà de toutes les espérances. Le succès a été immédiat et phénoménal. Et grâce à ça, Lucas a pu devenir indépendant. Il a financé lui-même l'Empire contre-attaque via sa société Lucasfilm. Et il a créé ses propres outils. Exactement. Industrial Light and Magic, ILM, pour les effets spéciaux parce qu'il trouvait que les studios existants n'étaient pas à la hauteur. Skywalker Sound pour le son, qui a aussi innové avec des standards comme le THX. Il a même construit son propre studio, le Skywalker Ranch. C'est l'histoire incroyable d'un créateur qui impose sa vision et qui en retour change toute l'industrie. Cette volonté de contrôle total sur sa création, ça explique peut-être aussi les fameuses éditions spéciales qu'il a sorties dans les années 90. Oui, en grande partie. Sa motivation officielle, c'était de pouvoir enfin réaliser sa vision originale grâce aux nouvelles technologies numériques qui n'existaient pas à l'époque du tournage. Et aussi d'améliorer la cohérence entre la trilogie originale et la prélogie qu'il préparait. Mais les fans n'ont pas tous aimé les changements. C'est le moins qu'on puisse dire. L'ajout de créatures en CGI, la modification de certaines scènes. Le cas le plus célèbre, c'est la scène de la cantina où Han Solo tire sur Greedo. Dans la version originale, Han tire le premier. Dans l'édition spéciale, Greedo tire d'abord et Han riposte. Ça a créé le fameux débat Han shot first qui agite encore les fans Woodcore. Pourquoi ça a tant choqué? Parce que ça changeait un peu le personnage de Han qui était plus ambigu, plus anti-héros au début.
Et puis, plus généralement, beaucoup de fans trouvaient que certains ajouts CGI vieillissaient mal ou dénaturaient l'esthétique originale. On a aussi eu Jabba le Hutt, ajouté numériquement dans l'épisode 4, l'Empereur refait dans le V, l'apparition d'Hayden Christensen fantôme à la fin du 6. Ça pose la question de savoir à qui appartient une œuvre une fois qu'elle est sortie, non? Au créateur ou au public? C'est toute la question. Et elle est loin d'être tranchée, surtout avec des œuvres aussi iconiques et aimées que Star Wars. La polémique sur les versions originales non modifiées est toujours d'actualité. Et pendant que les films faisaient leur chemin, l'univers, lui, continuait de s'étendre sur d'autres supports. Ah oui, très tôt. Dès les années 80, il y a eu des romans, des bandes dessinées chez Marvel au début, qui exploraient des histoires parallèles, des personnages secondaires. Mais c'est surtout dans les années 90 que ça a explosé, notamment avec la trilogie de Thrawn de Timothy Zahn, des romans qui se passaient après l'épisode 10. Ça a été un énorme succès. Ça a relancé la flamme Star Wars à une époque où il n'y avait plus de films. Exactement. Ça a montré qu'il y avait une demande énorme pour de nouvelles histoires dans cet univers. Et puis les comics chez Dark Horse ont aussi beaucoup développé le lieu. Et bien sûr, les jeux vidéo. Ah, les jeux vidéo Star Wars, toute une histoire aussi. Des premiers jeux sur Atari aux simulateurs de vol comme X-Wing et TIE Fighter. Qui étaient incroyables. Ou les jeux d'action comme la série Jedi Knight, où on pouvait vraiment incarner un Jedi. Et les RPG, Knights of the Old Republic, KOTOR. KOTOR, une référence. Des milliers d'années avant les films. Oui, ça explorait des époques totalement différentes. Et puis Battlefront, The Force Unleashed, le MMO The Old Republic, plus récemment Jedi Fallen Order et Survivor, Squadrons. LucasArts, la boîte de jeux de Lucas, a vraiment marqué le coup pendant des années. Et la télé dans tout ça. Ça a été plus chaotique, non? Disons qu'il y a eu des expériences variées. Le fameux Star Wars Holiday Special de 1978 est devenu légendaire pour sa qualité discutable. Lucas lui-même l'a plus ou moins renié. On le trouve encore sur Internet pour les plus courageux. Oui. Il y a eu aussi des téléfilms sur les Ewoks dans les années 80, des séries animées comme Droids et Ewoks. Puis, bien plus tard, la série animée Clone Wars en 2D par Genndy Tartakovsky, très stylisée. Et surtout la série The Clone Wars en 3D, dont on parlait tout à l'heure, qui a été un énorme succès. Oui, et qui a été suivie par Rebels, Force du Destin. Et maintenant, l'ère Disney+. C'est l'explosion des séries en live-action. The Mandalorian, qui a lancé la plateforme et le phénomène Baby Yoda, gros goût. Le livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, qui a été très acclamé par la critique. Ahsoka. Ça montre que Star Wars a trouvé un nouveau souffle sur le petit écran, avec des formats et des tons qui peuvent être très différents des films. Il y avait même eu un projet de série live-action plus sombre, Underworld, sous Lucas, mais il n'a jamais vu le jour, trop cher. Et pour finir sur l'expansion, il y a toute la présence physique de Star Wars. Les jouets, c'est incontournable. Ah oui, depuis les premières figurines Kenner en 77-78, c'est un marché gigantesque. Hasbro a pris le relais. Et les Lego Star Wars, c'est devenu un phénomène culturel à part entière. Sans oublier les parcs d'attractions. Star Tours, c'était déjà culte. Et maintenant, les zones immersives Star Wars, Galaxy's Edge dans les parcs Disney aux États-Unis. On peut piloter le Faucon Millennium, construire son sabre laser, c'est l'immersion totale. Il y a aussi les jeux de rôle, les jeux de figurines. Star Wars est partout. C'est fou, cet impact culturel. Ça a vraiment dépassé le cadre du cinéma. Complètement. Star Wars a relancé la science-fiction populaire au cinéma à la fin des années 70. Il a redéfini ce qu'était un blockbuster d'été. Il a inspiré des tas de cinéastes, de Spielberg à Peter Jackson. Et les parodies? La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, les épisodes spéciaux des Simpsons. Si on te parodie autant, c'est que tu es entré dans la culture populaire. Exactement. Et puis, il y a les répliques cultes. Que la force soit avec toi, je suis ton père. Tout le monde connaît ça, même sans avoir vu les films. C'est rentré dans le langage courant. Au point que le programme de défense stratégique du président Reagan, dans les années 80, a été surnommé « Guerre des étoiles » par les médias. C'est dire l'influence. Mais l'impact n'est pas que culturel, il est aussi technique. On en a parlé avec ILM. Oui, la société d'effets spéciaux créée pour Star Wars. Elle est devenue la référence mondiale. Elle a travaillé sur des centaines de films majeurs, en repoussant constamment les limites de ce qui était possible à l'écran. Jurassic Park, Terminator 2, l'univers Marvel. ILM est derrière beaucoup de ces réussites. Et Pixar est né d'une division d'ILM, c'est ça, hein? Oui, la division informatique qui développait des logiciels graphiques. Steve Jobs l'a racheté à Lucas. Skywalker Sound a aussi révolutionné le design sonore au cinéma. Et la prélogie,
même si elle a été critiquée pour son abus de CGI, a été pionnière dans l'intégration de personnages entièrement numériques, comme Jar Jar ou les Kaminoans, de manière assez poussée pour l'époque. Et le fandom, la communauté de fans, c'est quelque chose d'assez unique aussi, non? Ah oui, le fandom Star Wars est intense, très passionné, très créatif. Il y a les grandes conventions officielles, comme la Star Wars Celebration. Le cosplay est extrêmement développé, avec des associations comme la 501e Légion, qui regroupent des fans en costumes impériaux et qui font des actions caritatives. C'est génial, ça. Oui, et puis, il y a les communautés en ligne, les forums, les sites de fans, où ça débat pendant des heures sur le moindre détail, sur la légitimité de telle ou telle décision créative. C'est parfois houleux. On l'a vu avec Jar Jar, les éditions spéciales ou même la postologie. C'est une communauté très engagée, quoi. Jusqu'à se déclarer de religion Jedi lors des recensements dans certains pays. Oui, c'est devenu un phénomène sociologique. Ça montre à quel point cet univers résonne pour certaines personnes, au-delà du simple divertissement. Un aspect qui a pas mal évolué avec le temps, c'est la place des femmes dans Star Wars. C'est vrai. Au début, avec la trilogie originale, Leia était un personnage féminin fort pour l'époque. Une princesse, mais aussi une leader et une combattante. Mais elle restait un peu seule. Padmé, dans la prélogie, était aussi un personnage important, reine puis sénatrice. Mais son arc narratif finit par tourner beaucoup autour de sa relation avec Anakin. Lucas disait viser un public de garçons de 12 ans. C'est ça, hein? C'est un peu la justification qu'il donnait parfois. C'était peut-être aussi le reflet d'une époque et d'une industrie. Mais depuis le rachat par Disney et avec Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm, il y a eu un effort très net pour mettre des héroïnes au premier plan. Rey dans la postologie, Jyn Erso dans Rogue One. Exactement. Des personnages féminins plus centraux, plus moteurs de l'action, plus indépendants. On voit aussi plus de femmes dans les rôles secondaires, chez les pilotes, les officiers. Les séries comme Force du Destin mettent spécifiquement en avant les héroïnes de la saga. Ça correspond aussi à une évolution de la société. Bien sûr, c'est à la fois un reflet et une volonté d'élargir le public, mais ça ne se fait pas sans controverse. Il y a eu des polémiques sur le manque de produits dérivés pour Rey au début ou sur la façon dont certains personnages féminins sont traités ou représentés. Le retrait du fameux bikini de Leia des produits dérivés a aussi fait débat. C'est un sujet sensible et en constante évolution. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. On a vu que Star Wars, c'est bien plus qu'une série de films. C'est une saga fondatrice, un univers immense qui n'arrête pas de grandir, c'est de l'innovation technique, et c'est surtout une empreinte culturelle hyper forte qui dure depuis des décennies. C'est ça. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. Star Wars a survécu à son créateur. Il a changé de main en passant chez Disney, il s'adapte aux nouveaux médias, aux nouvelles générations, avec plus ou moins de succès parfois. Qu'est-ce qui fait sa force, justement? Sa force avec un grand F. Bonne question. Est-ce que c'est sa capacité à puiser dans ces mythes universels dont on parlait, qui parlent à tout le monde? Est-ce que c'est le potentiel infini de cette galaxie qui permet de raconter sans cesse de nouvelles histoires? Ou alors est-ce que c'est cet équilibre parfois tendu entre la vision d'un auteur, l'appropriation par les fans et les impératifs d'une énorme franchise mondiale? Où est-ce qu'elle réside vraiment, la puissance de Star Wars aujourd'hui? C'est une excellente question pour conclure, de quoi méditer en repensant à tout ce qu'on a exploré. Voilà, c'était notre plongée dans la galaxie Star Wars. Merci de nous avoir écoutés et que la force soit avec vous pour vos propres explorations.